Très bien. Écoutez, bonsoir aux deux Stéphane. Bonsoir à ceux et celles qui sont présents parmi nous et qui regarderont aussi cette vidéo. Nous allons partager ensemble une nouvelle contribution des 17e rencontres d'Espace Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde autour le thème de nos rencontres, c'est nouvelle pensée critique et actualité de Marx pour de nouveaux horizons de civilisation. Et dans ce cadre, nous accueillons ce soir Stéphane Bonnery, et j'en dis pas plus parce que l'autre Stéphane va animer, je dirais, cette partie et le présentera. Et donc, je vais passer la parole à Stéphane Bélanger, qui est enseignant en histoire et militant politique, qui va être l'animateur de ce moment des rencontres. À toi, Stéphane. Bien, bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Donc de Stéphane pour le prix d'un ce soir, c'est ce que je disais tout à l'heure en amorce. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à l'invitation de Dominique pour Espace Marx, pour Révolution, vous avez dit Révolution, cette 17e édition Nouvelle pensée critique actualité de Marx. Et donc je suis chargé de vous présenter Stéphane Bonnery et sa participation à cette réflexion. Stéphane est chercheur en sciences de l'éducation, et donc moi qui suis moi-même enseignant, ses travaux sont d'autant plus intéressants. Il est professeur à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, et il réalise des travaux, hein, tu me corrigeras si je suis incomplet, sur l'éducation, sur l'échec scolaire, sur les apprentissages aussi. Ton dernier ouvrage s'appelle Comment la culture, un de tes derniers ouvrages collectifs, je crois, qui s'appelle Comment la culture vient aux enfants, repenser les médiations, ce qui pour un enseignant comme moi est quelque chose de très intéressant. Ouvrage que tu as donc co-écrit en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et tu es aussi directeur d'une revue que je connais bien, qui est la revue La Pensée, qui est ici en arrière-plan, que tu as utilisé en fond d'écran, hein. La revue La Pensée, qui est une revue intellectuelle pluridisciplinaire, revue qui avait été fondée en 1939 par Georges Cognot et Paul Langevin, qui s'appelait à ce moment-là la revue du rationalisme moderne, et qui aujourd'hui s'appelle simplement La Pensée, éditée par la Fondation Gabriel Péry. Donc, tu participes à ce travail éditorial et tu es donc le directeur de la revue La Pensée, qui produit tous les 4 mois, enfin tous les 3 mois, je crois, 4 fois par an, donc un ouvrage, une revue. Et pour ces 17e rencontres, donc Espace Marx, tu nous proposes une réflexion, faire classe aujourd'hui. Alors, pas de confusion, hein, c'est pas faire la classe, ce que j'avais pu croire la première fois que j'avais vu marquer la formule, le titre, faire la classe, c'est ce que je fais régulièrement, mais c'est très intéressant d'en parler. Mais là, c'est faire classe aujourd'hui. Quelle utilité donc des classes sociales et de la réflexion en termes de classe pour la transformation sociale à partir des réalités du monde du travail, faire classe pour construire du commun, et aussi les obstacles à cette prise de conscience de classe, hein, face au populisme, face à tout ce qui encourage la division, l'atomisation, hein, le communautarisme ou une certaine forme de communautarisme. Et puis aussi la question des mots, hein, que tu vas expliciter, les mots, les catégorisations qui sont peut-être nécessaires de repenser. Donc, à toi Stéphane pour cette présentation et nous te remercions pour ta présence. Merci, tu me fais signe dans 40 minutes qu'on laisse la place au débat, d'accord? Donc, je vais essayer de partager mon PowerPoint, si j'y arrive. Et bien voilà, parfait. Alors, je vois si ça réagit. Voilà. Alors, ben déjà, merci beaucoup de l'invitation. Donc, ce que j'ai préparé revient un peu sur la question des classes sociales aujourd'hui. C'est pas, je vais pas parler d'école, encore que, on verra par un bout. Et je vais essayer d'articuler à la fois des acquis des recherches sociologiques, j'y reviendrai, pour les intégrer dans un cadre de réflexion marxiste sur à quoi on se heurte aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que les luttes de classe sont plutôt, dans l'état actuel des choses, en défaveur des travailleurs. Alors, la situation que l'on vit, alors aujourd'hui particulièrement avec cette journée de mobilisation, euh, est quand même marquée par un mouvement revendicatif qui, au printemps dernier, a été d'une ampleur rare et qui, au demeurant, n'a pas gagné.
Et donc, voilà, un mouvement qui n'a pas touché toutes les catégories de la population de la même façon, il en a manqué, voilà, dont il s'agira de faire l'analyse. Il ne faut pas sous-estimer la disjonction entre les besoins réels des travailleurs et des humains et ce qu'ils font, l'ampleur de leur mobilisation, parce que du fait de plusieurs lois travail qui ont fait grand mal aux travailleurs et à leurs organisations représentatives, ces lois ont été accompagnées de réformes très régressives contre le droit à la retraite et à la protection sociale, sur les salaires, sur l'intensification du travail moins rémunéré, etc. Donc autant de raisons, il n'y a pas de mystère, expliquent les difficultés à se penser dans le monde du travail pour la plupart des gens et à se penser comme appartenant à des groupes, à un ensemble qui a des intérêts communs et qui a tout intérêt à agir comme tel pour l'intérêt de chacun. Donc l'affaiblissement de la conscience de classe va de pair avec ces régressions, mais il suffit. Donc voilà, du coup, comment on peut poser la question de ce qu'il serait nécessaire pour faire grandir cette conscience de classe? Mais peut-être que ça vaut la peine de revenir à quelques éléments un peu théoriques. D'abord chez Marx et Engels, parce que d'abord ça fait jamais de mal, mais ensuite parce que je crois que c'est très utile. Euh, c'est- Ce que montrent Marx et Engels, c'est que ce qui fait le plus, ce qui explique le mieux le passage d'une société à l'autre, quand ça a lieu, ce n'est pas les idées des gens, c'est plutôt que les idées des gens, leur conscience, découlent de l'évolution de ce qu'ils appellent la production matérielle. Ici, on rentre un peu dans les détails, mais pas trop. C'est-à-dire de la relation entre, d'une part, les forces productives et les rapports de production. Alors, les forces productives, c'est l'ensemble de tout ce qui produit, les outils, les techniques utiles au travail, et évidemment les êtres humains, leur niveau de connaissance, d'instruction, leur capacité technique, leur niveau de conscience. Donc, l'ensemble de ces forces productives, en lien avec les rapports de production où chacun prend sa place, que ce soit les rapports esclavagistes dans le passé ou les rapports salariés aujourd'hui. Donc, les rapports de production participent dans un premier temps à développer les forces productives. Oui, le capitalisme a développé les capacités des travailleurs parce qu'il en a eu besoin dans un premier temps. Il a créé des richesses, il a créé des cadres des outils de travail. Mais comme les besoins du profit, de l'accumulation prennent toujours le dessus dans ce système-là, eh bien, la première phase de développement des forces productives, ben, elle est bloquée et il y a ensuite un empêchement à ce que les forces productives puissent encore se développer. Et c'est là que pour Marx et Engels, dans les travaux de nature économique et historique qu'ils ont conduits, les amène à penser que eh ben, c'est quand le développement des forces productives est entravé qu'alors la probabilité d'un changement révolutionnaire, d'une transformation sociale profonde, et cette probabilité est plus grande. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être comme des vaches normandes qui attendent que le train passe pour savoir si on doit se mobiliser, parce que, évidemment, la bataille idéologique, voilà, la prise de conscience politique est essentielle, n'empêche que c'est indispensable de prendre la mesure, d'analyser où en est la société. Est-ce qu'on est à un moment où ça vaut le coup de faire tapis et de lancer toutes les forces et jusqu'où? Où les conditions ne sont pas tout à fait mûres et il faut faire avancer des idées, revendiquer, essayer de gagner des choses, mais avec la conscience que l'aventurisme et le jusque-boutisme immédiat dans des conditions défavorables mènent à l'échec et à la désespérance, ce qui parfois, dans les gens qui se disent vouloir contester le capitalisme, peut exister malheureusement et parfois prendre le dessus. Donc comment on prend la mesure du réel? Euh,
voilà, en mettant en relation analyse théorique, scientifique, j'y reviendrai, et pratique militante. Donc je me suis, pour ce faire, inspiré de quelques travaux qui avaient déjà été publiés, euh, auxquels vous pourrez vous référer. Mais pour gagner du temps, puisque on a un temps imparti et c'est normal, je vais aller droit au but en me disant, ben, alors, des mots, des formules, des syntagmes ont déjà été utilisés pour essayer de désigner l'ensemble des travailleurs, des humains qui, dans une société structurée par la production, le travail, l'ensemble de ces gens qui ont des intérêts communs. Alors, il me semble que la notion de classe ouvrière, elle a été très structurante dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement communiste, dans le syndical. Et elle a permis de rassembler derrière cette appellation des gens qui avaient des statuts différents, parce qu'il ne faut pas croire, hein, il y a un siècle, les gens, même chez les ouvriers, il y avait des ouvriers très différents, des ouvriers qualifiés, des ouvriers moins qualifiés, des intérimaires, enfin, on devait dire des journaliers, des ouvriers agricoles qui ont quasiment disparu statistiquement, enfin ils existent toujours, mais ils sont rares, mais qui étaient très 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 nombreux à l'époque. Donc, derrière cette formule, le mouvement revendicatif a réussi à faire prendre conscience à toute une partie de la population qu'ils avaient des intérêts communs, mais on va y revenir parce que les ouvriers étaient une catégorie très très nombreuse qui composait la population. Et pourtant, alors même qu'ils étaient nombreux, euh, ils ne représentaient pas la majorité de la population. Et que ça soit la Révolution soviétique ou en France ou en Italie ou dans les pays qui s'en sont inspirés, le mouvement communiste, ont très tôt, en reprenant des formules de Lénine notamment, parlé de l'alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie. Donc ça voulait dire qu'il y avait là des, des catégories de travailleurs qui, qui pouvaient être constituées en classe et qui pouvaient s'unir mais avec des intérêts différents que l'idée d'alliance de classe permettait de dépasser, en tout cas de faire convergence, mais pas de constituer une classe unique de travailleurs. Euh, donc ça, c'est quelque chose d'assez essentiel, mais il faut avoir en tête que dès 1934, Maurice Thorez invitait à l'alliance des classes moyennes avec la classe ouvrière. Alors, j'ai pas mal de problèmes avec la formule classe moyenne sur laquelle je reviendrai peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, il indiquait là que en 1934, je rappelle, hein, face à la montée du fascisme, les croix de feu, les coups d'État, euh, mais la crise aussi économique, la gauche fait face à un défi où le gouvernement, je crois, radical de gauche, veut supprimer les pensions des fonctionnaires parce que c'est la crise économique et la crainte que les enseignants, les petits fonctionnaires basculent du côté de l'extrême droite est très, voilà, cette crainte est très présente. Et le Parti communiste, par l'intermédiaire de Maurice Thorez, s'adresse à eux pour essayer de faire converger tout ce monde-là. Et donc, voilà, il parle d'alliance de la classe moyenne et de la classe ouvrière. Donc, ce qui veut dire que même à une époque où les ouvriers sont très nombreux, il ne pèse pas suffisamment pour réussir seul une révolution, un changement voilà, de, de, de société, de régime. Et donc, en France, à contre-courant de ce que préconisait l'internationale communiste, eh bien, le développement de la paysannerie, le communiste s'adressait à eux en tant que propriétaires pour essayer de structurer des convergences, une alliance, une union, on pourra revenir sur les termes, entre ces catégories de travailleurs, dont certains étaient de tout petits propriétaires de quelques bouts d'hectares de vignes, puisqu'on est entre méridionaux, euh, et, et des travailleurs d'industrie, des fonctionnaires. Donc cette question est ancienne, et finalement, tout aussi ancienne que cette question, se pose celle de la nomination de l'entité dans laquelle faire converger des gens qui, au départ, ne se reconnaissent pas identitairement les uns dans les autres.
Et donc, les réalités étaient bien évidemment différentes il y a un siècle de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il me semble utile de traiter de la question de l'emploi en France aujourd'hui. Où en est-on? Donc, sans faire un cours de sociologie historique très détaillé, voilà, je vais insister sur quelques éléments. Les ouvriers, puisqu'on en parlait, vous le voyez à gauche du tableau, qui était pas loin de, voilà, hein, de 40%. Là, c'est la population active hein, qui est donnée, qui était pas loin de 40% de la population active il y a 60 ans. Reste, contrairement à ce qu'on nous raconte souvent, ils n'ont pas disparu. Il reste quand même 20% de la population qui a un statut d'ouvrier, mais ils ont été divisés par deux en termes de proportion. Hein, attention, hein, parce que le volume de population active a augmenté. Donc, c'est pas parce que ça divise par deux en proportion qu'on divise par deux le nombre d'ouvriers. Néanmoins, quand les ouvriers pesaient 4 actifs sur 10, il y avait quand même des raisons objectives pour lesquelles, derrière leur groupe dominant, d'autres s'agrégeaient. Quand ils ne pèsent plus que 2 sur 10, 20%, c'est plus compliqué que tout le monde se reconnaisse en eux, surtout après la vague de désindustrialisation, de mépris, de décennies de mépris affiché envers ce métier. Bon, je ne vais pas rentrer dans la bataille idéologique qui a été conduite, qu'il faut, voilà, donc c'est important de valoriser le fait que les ouvriers sont toujours importants, ils sont toujours nombreux. Au demeurant, se pose la question à ceux qui cherchent à améliorer la vie des travailleurs, de comment on nomme, derrière qui on regroupe, on tente d'agréger les luttes. Alors, il faut avoir en tête que si 20% des ouvriers, des actifs sont ouvriers, eh bien, 26% alors j'ai les chiffres de 2021, hein, 26% des actifs sont employés. Et vous le voyez dans les deux colonnes les plus à droite, euh, ouvriers et employés, ce sont deux catégories socioprofessionnelles très déséquilibrées sur le plan des hommes et des femmes, puisque 3 hommes sur 10 sont ouvriers, quand 4 femmes sur 10 sont employés. Et il faut savoir qu'en France, euh, le couple le plus fréquent, c'est enfin, le ménage le plus fréquent, pardon, c'est monsieur ouvrier, madame employé, qui représente quand même un nombre important de ménages en France. Euh, J'essaie de retrouver le chiffre que j'ai perdu, parce qu'il n'était pas dans mon diaporama. Bon, je vais le retrouver dans un instant. Donc, quand même, ces catégories de travailleurs qui sont des travailleurs dits d'exécution, à des postes peu qualifiés, en tout cas pas les plus qualifiés, représente, si on additionne les deux catégories, quelque chose comme 45-46% de la population active, ce qui est quand même assez massif. Dans un pays où on nous bassine depuis des décennies à nous dire qu'une grande classe moyenne aurait envahi l'Occident et qu'il n'y aurait plus d'exploitation ni de métier d'exécution et qu'il fallait tout convertir pour que tout le monde fasse des études longues en deçà desquelles on ne voudrait rien. Bon, manifestement, notre pays garde encore quand même des emplois d'exécution qui méritent qu'on se penche sur cette situation, même si j'y reviendrai, ils ont eux-mêmes profondément évolué. Mais quand même, 20% d'ouvriers, 20% d'employés, il faut prendre en compte qu'il y a un peu plus haut, 21,9, soit bon, on va dire 22% de cadres et professions intellectuelles supérieures, dont certains connaissent l'exploitation, j'y reviendrai dans un instant. Les ingénieurs, les enseignants du supérieur dont je fais partie, ont vu leurs conditions sacrément se dégrader. Et ils connaissent l'exploitation aujourd'hui, l'intensification du travail et les professions intermédiaires telles que les infirmières par exemple, donc des métiers relativement qualifiés ou de qualification intermédiaire, euh, eux aussi ont des intérêts de travailleurs, de salariés ou de professions indépendantes, libérales, qui s'auto-exploitent,
Euh, voilà, il me semble que là, il y a à regarder de près comment tous ces gens ont des intérêts communs en tant que travailleurs. Euh, Autrement dit, il n'y a plus de groupe dominant sur le plan du nombre, de la proportion, et ça pose quand même la question de qu'est-ce qui est censé faire masse pour imposer un rapport de force favorable, parce que sans cela, on ne voit pas bien ce qui pourrait changer les choses, c'est pas par des bonnes intentions des actionnaires des sociétés du CAC 40. Alors, il me semble que on peut dire que entre ces différentes, voilà, ce sont des catégories socioprofessionnelles. Ces catégories font l'objet d'un compromis en France. On ne compte pas pareil dans la statistique publique de Grande-Bretagne, d'Allemagne ou d'autres pays. Donc, ces catégories très françaises sont un compromis entre une vision, on pourrait dire, de classe et une vision d'une hiérarchie sociale sur un axe gradué et linéaire. Donc, voilà. Mais déjà, ça donne une idée statistique. Et entre ces catégories, eh bien, on peut se dire qu'il y a quand même des convergences objectives. Et si je reprends une formule de Paul Bocara, des convergences par le haut et des convergences par le bas. Je vais essayer de les détailler. Déjà, regardons en 2 secondes le taux de salarisation de l'emploi sur les dernières décennies. On est aujourd'hui à 90% de salariés. Alors là, ça a très légèrement baissé dans les dernières années à force d'incitation, voire d'obligation à devenir auto-entrepreneur. Par exemple, dans une université, il est devenu aujourd'hui quasiment impossible de recruter quelqu'un qui fait de la dactylo, de la transcription d'entretien. Voilà. Les universités obligent à ce que ça soit non pas du salaire, mais une facture éditée par un auto-entrepreneur. Mais en fait, c'est du salariat déguisé. Donc, on peut dire que 9 Français sur 10 sont salariés ou assimilables. Et là, de suite, 90% de la population, ça commence à faire un rapport de force mobilisable qui n'existe pas pour l'instant, puisque les gens ne se mobilisent pas tous ensemble. N'empêche qu'il y a la masse critique, il y a la base sociale, comme on dirait, avec des termes plus marxistes, pour arriver à construire cette convergence. Et il est quand même intéressant de noter que euh, aujourd'hui, la proportion de travailleurs peu qualifiés, sans aucune qualification, c'est le graphique, c'est le schéma du bas, hein, c'est le tableau du bas, pardon, qui n'ont aucun diplôme ou seulement le certificat d'études primaires, euh, on était à 78,5% il y a quelques décennies, complètement à gauche, et si on va complètement à droite du tableau en 2007, mais bon, ça a encore baissé aujourd'hui, on était à 15%, 16% en 2007. Ça veut dire que il y a de plus en plus de gens formés, et même les métiers d'ouvriers et d'employés, aujourd'hui, sont souvent occupés par des gens qui ont un BEPC, un CAP, un BEP, voire même un bac pro. Ça veut dire que il y a une forme de technicisation du métier d'ouvrier, en partie, d'un côté, et de l'autre, un abaissement sous forme de manutention pour d'autres types de postes. Et donc, il est intéressant de regarder que beaucoup de gens aujourd'hui ont des intérêts communs, on pourrait dire, par le haut, dans le sens où il y a davantage besoin de qualification, mais d'un diplôme de qualité, avec une vraie formation. Or, pour arriver à former davantage de gens, on le voit actuellement, euh, à un moindre coût, eh bien, nos gouvernants dans la société capitaliste privatisent, bradent, donc ils veulent marchandiser l'éducation, ce qui va générer des bénéfices par ailleurs, mais les boîtes dans l'enseignement supérieur, par exemple, qui euh, prennent des marchés
de formation d'étudiants, eh bien, d'abord, elles peinent à trouver des enseignants compétents, ou quand elles les trouvent, elles sont obligées d'augmenter les frais d'inscription. Et donc, il y a toujours un équilibre très complexe à faire pour elles entre les frais d'inscription, ce qui pose des problèmes aux étudiants et à leurs familles, et la qualité de la formation pour arriver à trouver des gens, des profs. Et donc, il y a quand même une dégradation du rapport qualité-prix de la formation quand elle est privatisée. Or, c'est un besoin de plus en plus fondamental que de se former. Élévation par le haut aussi, parce que les exigences sur la qualité du travail, sur le service qualité, sur les référentiels de qualité amènent à davantage d'exigences, sauf que c'est justement ça aussi que le patronat en général ne veut pas rémunérer. Il veut les résultats sans en payer les conditions. Donc, il y a des convergences par le haut où tout le monde aspire à davantage de formation, davantage de qualité, euh, et je n'ai pas le temps de développer, mais simultanément, il y a aussi des convergences potentielles par le bas. C'est-à-dire que des catégories comme ingénieur ou euh, cadre ou chercheur qui autrefois ne connaissaient pas l'exploitation comme la connaissaient les ouvriers, eh bien aujourd'hui sont concernés. Pour devenir chercheur à l'université, c'est quasiment le passage obligé par des années de précarité, une incertitude sur les débouchés, un investissement familial pour payer des années d'études sans être sûr que ça conduira à l'emploi de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Euh, Dégradation aussi par l'intensification du travail. Aujourd'hui, beaucoup de cadres sont payés au projet de la même façon, alors que c'est illégal, que les femmes de chambre des hôtels qui se sont battues et qui ont gagné, pour certaines d'entre elles, il y a 2 ans, sont payées à la tâche au nombre de chambres faites. Donc, aujourd'hui, il y a des formes d'exploitation, d'intensification du travail. On ne compte plus les heures des cadres, ils sont payés au forfait. Avec le télétravail, ça renforce ces choses-là. Donc, intensification, exploitation, abaissement du salaire, qui aujourd'hui concerne des catégories de travailleurs bien plus largement dans le salariat que dans les seules professions, les seules classes les plus exploitées. Euh, et donc, il y a des intérêts potentiellement communs qui grandissent, qui méritent que on se penche dessus, euh, parce que quand même là, c'est vraiment quelque chose de, de- c'est une grande tendance et qui pourrait amener à ce que quand même des mots d'ordre puissent rassembler les gens. Euh, donc je ne vais pas tout développer, je pourrais revenir, mais quand même juste quelques éléments. Dans les choses qui peuvent faire convergence aussi euh, par le haut, en termes de conquête possible, ben, il y a quand même les services publics. Parce que, on parle de nouvelle industrialisation. Alors, je trouve que la formule est plus intéressante que réindustrialisation. Parce que réindustrialisation, si ça veut dire refaire, comme par le passé, des cheminées qui crachent de la fumée noire sur laquelle on ne se pose pas de questions, quand même, il serait temps qu'on s'en soucie. Mais nouvelle industrialisation signifie qu'on prend en compte des enjeux à la fois de qualité du travail, de qualité du produit fini, mais aussi de qualité environnementale et des conséquences. Donc cette industrie, euh, même si aujourd'hui il n'y a plus que 13,5% des travailleurs qui sont concernés, euh, il y a quand même 7% qu'il faut ajouter qui travaillent dans la construction, hein, qui est nécessaire à l'industrie. Mais bon, 20% de travailleurs du secteur secondaire, eh bien, c'est quand même là que se réalise la plus forte plus-value. C'est là que se crée le plus de richesse. Au demeurant,
comment créer une industrie, comment réimplanter une usine. Alors, je sais bien qu'à l'heure actuelle, hein, la tendance est plutôt à fermer, mais il va bien falloir recréer des lieux de production. Comment recréer un lieu de production, une usine, sans que autour, il y ait les services nécessaires avec les médecins, les infirmières, tous les secteurs, tout le secteur de santé, mais aussi les commerces, mais aussi l'éducation avec l'école, le- les modes de garde pour les enfants les plus petits. Et donc, tout le secteur tertiaire qui aujourd'hui emploie les trois quarts de la population active, vous le voyez dans le tableau du bas, eh bien, il y a la convergence, alors que les luttes sont souvent séparées, eh bien, entre les travailleurs qui produisent des richesses et ceux qui s'occupent des autres et qui s'occupent des biens, de la distribution des biens comme de prendre soin des personnes, eh bien, là, il y a quand même des luttes qui peuvent converger à l'échelle locale comme au travers de filières qui sont quand même assez structurante de ce que pourrait être une prise de conscience de l'intérêt commun, quoi. Alors, une fois que j'ai dit ça, bien sûr, des convergences peuvent grandir, une conscience de classe peut grandir, j'y reviendrai, mais ce serait faire preuve d'une très grande naïveté sociologique que de dire bah, c'est parce que les gens ont des intérêts objectifs que youpla boum, ça va se faire et qu'ils vont s'y mettre. Si c'était aussi simple, il y a longtemps que ça serait fait. Il y a quand même des divisions qui sont très structurées, qui sont des obstacles qu'il faut identifier, mais qui ne sont pas insurmontables. Et donc, mieux les prendre en compte, mieux les analyser, est une nécessité pour arriver à les surmonter, parce que ben, le patronat et ceux qui le servent dans les pouvoirs politiques, dans les institutions, eh bien, jouent de ces divisions. Alors, je ne vais pas tout énumérer, mais je vais tracer quelques grands points, quelques grandes rubriques permettant d'identifier ces principales divisions. Tout d'abord, il y a quand même la question des divisions dans le travail. Aujourd'hui, quand on est salarié, bah, le salaire peut aller du simple au triple dans la même entreprise ou même dans le même service public. À l'université, c'est le cas. Ça va du simple au triple. Dans une entreprise, les travailleurs, je ne parle pas des actionnaires, pardon, les travailleurs, ça peut aller du simple au triple. Au-delà même du salaire, euh, même si c'est, enfin, je vais rester 2 secondes sur le salaire, on a vu au printemps dernier, pendant la campagne électorale, que l'idée de remonter simplement le niveau du SMIC ne faisait pas consensus. D'abord se pose la question de est-ce que c'est finançable? Bon, j'y reviendrai dans un instant, mais la question de la dette, il va falloir s'attaquer à l'idéologie selon laquelle c'est pas possible, l'argent n'est pas là, etc. Puisque j'ai commencé à me dire un mot, quand même, aujourd'hui, les rémunérations des actionnaires, c'est quand même énormissime en France de nos jours. Je crois que la rémunération du capital, ça doit être quelque chose comme 80 milliards, euh, alors que les besoins pour l'école, c'est 26 milliards et les besoins pour l'hôpital, c'est 10 milliards. Et les besoins pour relancer l'industrie, il en resterait largement sur ces 80 milliards si on mettait un petit bémol, si on stoppait la rémunération des actionnaires. Aujourd'hui, à l'université publique, elles sont en déficit de 2 milliards du fait du budget préparé par le gouvernement Barnier. Alors, c'est pas, on va pas pleurer, il a sauté. Maintenant, on est loin d'être garanti que ce qui va le remplacer sera mieux. Mais 2 milliards de déficit des universités, il faut savoir quand même que tous les ans, la France bazarde près de 8 milliards, 7,7, près de 8 milliards en cadeaux fiscaux aux multinationales, pas aux petites entreprises, aux multinationales comme Sanofi, en échange de création d'emplois, notamment d'emplois de recherche, sur lesquels il n'y a aucun contrôle, des entreprises comme Sanofi licencient des emplois de chercheurs euh, euh,
pour mieux rémunérer les actionnaires, quoi. Donc là, il y a quelque chose d'assez fondamental sur les richesses créées, elles sont immensément nombreuses en France. Au demeurant, comme il faut rémunérer les actionnaires et pas les travailleurs, si on veut maintenir des services publics, l'État est obligé d'endetter à des taux exorbitants. Et la question de la dette est bien réelle, mais la dette est créée par le fait qu'on rémunère le capital plutôt que le travail. Euh, donc, sans développer longuement, ces questions de rémunération sont essentielles. euh, et au-delà d'elles, se posent aussi des convergences possibles entre travailleurs qui sont freinées par les statuts différents. Parce que dans une boîte, c'est quand même assez compliqué de mobiliser aussi bien les titulaires que les contractuels, que les intérimaires, que de mobiliser les sous-traitants, que de mobiliser les différentes branches qui sont en concurrence éventuelle les unes avec les autres, les équipes qui sont mises en concurrence. On a vu ça sur les femmes de chambre. Et donc, ces divisions de statut, de rémunération, d'équipes, de branches, de sous-traitants, sont une arme sont une stratégie que le patronat a développée depuis longtemps, vision internationale évidemment avec les délocalisations, mais aussi, moi, dans ma carrière de chercheur, je le vois au quotidien, les collègues sont parfois prêts à accepter, et on se pose tous la question, si on n'accepte pas certaines conditions, certaines réformes, eh ben, on n'aura plus d'étudiants, on n'aura plus de contrats de recherche parce que d'autres vont l'accepter. Et donc, cette mécanique euh, embarque tout le monde vers l'aggravation. Donc, ces divisions existent, elles sont entretenues, et à cela s'ajoute la perte de sens du travail et la pénibilité accrue. Dans la production, c'est le cas notamment avec le fractionnement des tâches liées à la sous-traitance et à l'organisation du travail dans chaque entreprise, qui fait que les travailleurs sont quasiment dépossédés de la finalité de ce qu'ils produisent. Dans les services publics, les contraintes à la productivité, à l'efficacité, soi-disant, font que le temps passé avec chaque malade devient complètement dérisoire et en fait, on a plus l'impression de traiter des objets et des machines qu'un rapport humain. Donc, cette perte de sens affaiblit la volonté, la possibilité de se mobiliser pour améliorer le travail parce que c'est l'image même du travail qui est abîmée et on voit la montée des risques psychosociaux dans les entreprises. On a eu deux derniers numéros de La Pensée qui ont évoqué ça avec un article d'Anaïs Laglaise, qui est une responsable de l'UGICT, de CGT et d'Eurocadre, et avec l'article de David Castel, qui est maître de conférence en psychologie sociale. Donc, je vous renvoie à leurs articles sur le fait que ce qui ne se traduit pas en lutte se traduit en risques psychosociaux et en souffrance. Et que peut-être il y a aujourd'hui à penser comment on politise ces questions-là pour que ce qui ronge les travailleurs de l'intérieur fasse objet de mobilisation. Mais en tout cas, ces divisions pèsent et il faut les affronter. Euh, pour reprendre la main, c'est d'abord à cette conscience d'appartenir à un ensemble de travailleurs voilà, qu'il faut développer et qui me semble indispensable. Alors, autre division, c'est les classes sociales dans la production, et c'est la question des modes de vie. Par exemple, on a vu des tentatives d'exacerber les communautarismes sur le plan religieux, et notre pays est très travaillé par ça depuis quelques années, de différentes religions, mais aussi sur le plan des origines supposément ethniques, et, et quand même en oubliant que les hôpitaux sont largement tenus debout, malgré les politiques actuelles, par des travailleurs qui viennent d'horizons migratoires très différents si on remonte leurs histoires familiales. Aujourd'hui, qui c'est qui tient l'école en banlieue? Quand même beaucoup d'enfants issus eux-mêmes des banlieues, de l'immigration. Et donc, plutôt que d'exacerber les divisions
en assignant à chacun des identités figées selon leur supposée origine, et ça, il n'y a pas que la droite qui le fait, il y en a d'autres à gauche, eh bien, je pense qu'on gagne beaucoup plus à travailler sur ce qui rassemble et sur l'identité en construction d'un peuple qui se construit des repères communs dans des revendications, d'identité de travailleurs qui a des intérêts communs, plutôt que de les opposer sur le plan des modalités alimentaires ou que sais-je encore, puisque ça a défrayé la chronique il y a quelque temps. Et au contraire, dire que ce qui compte, c'est notre place dans l'appareil de production. Voilà, je pense que ça rééquilibre et ça nécessite, ça permet de dépasser ces divisions. Euh, pour poursuivre un peu, parce que je crois que le temps avance, il me semble que, il y a besoin euh, d'articuler euh, ces divisions idéologiques, ce que, par exemple, des sociologues comme Bourdieu nomment les dominations, avec la question de l'exploitation. Il y a beaucoup de luttes aujourd'hui qui, à juste titre, combattent le racisme, combattent euh, le, le- le machisme, la misogynie, combattent les dominations sexuelles, combattent les dominations entre centre-ville et campagne ou banlieue, mais elles le font beaucoup sous le plan de la façon dont les gens se voient les uns les autres. Et donc, c'est à la fois important de mener ce combat antiraciste, antisexiste, etc. Mais il y a il y a manière et manière de le faire. Il y a certaines manières de le faire qui, finalement, peut-être parfois, divisent davantage qu'ils ne créent de convergence. Euh, il y a un article il y a des articles qu'on a publiés dans La Pensée qui montrent très bien qu'aux États-Unis, alors je vous renvoie aux articles de Touré et Reed ou de Loïc Vacan, mais Touré et Reed montrent très très bien que lors de l'élection, lors de laquelle euh, 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 Madame Clinton, je me rappelle plus son prénom, mais ça va me revenir, euh, a été préférée à un candidat plus à gauche, eh bien, c'était assez significatif de ce que la gauche américaine, en tout cas les démocrates, ont abandonné le combat de classe pour des combats identitaires. Et même Obama, même s'il était quand même un peu plus dans la justice sociale, a été assez ambigu. Eh bien, quand on laisse le combat de classe et que on valide une grille de lecture uniquement sur la base raciale des origines, ben, du coup, on est enfermé chacun dans une communauté. Et Touré montre qu'aux États-Unis, ben, les latinos, les populations asiatiques d'origine asiatique, les Irlandais, les Juifs, etc., ben, à force de lutter par communauté, eh bien, ne s'unissant pas assez, eh bien, ils ont perdu beaucoup de droits sociaux, tous autant qu'ils sont, évidemment, les Afro-Américains aussi. Et c'est au moment d'une campagne électorale où Bernie Sanders avait été empêché de parler par une militante de Black Lives Matter qui disait que, en parlant de sécurité sociale universelle, de classe sociale, eh bien, on ne mettait pas assez l'accent sur le fait que le seul combat qui vaille, c'était la haine des Noirs par les Blancs. Et donc, voilà, on peut créditer cette personne, euh, cette militante qui avait interrompu Bernie Sanders de bonne foi, parce qu'elle était certainement victime de beaucoup de souffrances. Mais au demeurant, tout ça atterrit dans une impasse ou à parcelliser les revendications, à n'en faire que des identités figées plutôt que de transcender ces identités sur ce qui peut unir les travailleurs, eh bien, force est de constater que le résultat, c'est qu'on valide une grille de lecture ethniciste et que ça profite à l'extrême droite. Quand on active le logiciel de lecture raciale, ben, c'est les racistes qui l'emportent. Et que c'est Trump qui arrache le vote des travailleurs de toutes les couleurs parce que la gauche a abandonné le combat de classe. Et donc, je pense qu'on a des leçons à en tirer en France
sur le fait que oui, il faut mener le combat antiraciste, antisémite, mais de telle sorte que ça efface, que ça n'enferme pas les gens dans des supposés origines qu'ils peuvent avoir, dans lesquels auxquels ils peuvent être attachés, mais que ce qui rassemble, c'est leurs conditions objectives et pas que leurs identités subjectives. Voilà. Et donc, ça nous pose quelques questions sur comment on nomme cet ensemble. Alors, moi, j'ai pas de certitude, voilà, pour le dire clairement. J'ai des convictions, j'ai des intuitions, je conduis une analyse. Moi, il me semble que classe ouvrière aujourd'hui, euh, sans ranger tout à fait cela au passé, c'est une formule qui n'est pas de nature à rassembler pas l'identification commune de gens qui ont des statuts, des professions très différentes. Je ne vois pas des ingénieurs, je ne vois pas des techniciens, encore que des techniciens, ça se discute, mais je ne vois pas des ingénieurs ou des cadres supérieurs, ni des infirmières, ni des chercheurs se reconnaître dans la formule. En tout cas, il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot pour y parvenir. Et si on n'y est pas parvenu dans les années 60, quand les ouvriers représentaient 4 actifs sur 10, voilà, j'arrive pas à trouver crédible qu'on y arrivera aujourd'hui alors qu'ils ne sont plus que 2 sur 10. Euh, Classe moyenne, union de la classe moyenne bon, et des classes populaires, ces formules ont des avantages pour décrire des modes de vie. Mais s'il s'agit d'articuler la question des modes de vie et donc des dominations à celle de l'exploitation, ces formules de classe moyenne, classe supérieure, classe populaire définissent plutôt des gradients sur une verticalité qui fait que moi j'ai du mal à identifier là-dedans qui est le vrai ennemi, quoi. Et en fait, il me semble que ça suggère plutôt que ces gens-là ne peuvent pas avoir d'intérêt commun. Alors, objectivement, il y a des divisions, et je le répète, ça serait faire preuve de grande naïveté sociologique que de les enjamber trop vite. Mais il y a besoin de nommer qui est le vrai ennemi, qui est l'adversaire. Et l'adversaire, c'est, me semble-t-il, ceux qui détiennent le capital, une extrême petite minorité qui arrive à tenir tous les leviers du pouvoir, à décider que Barnier n'est plus très important, on peut tenter de remplacer par Le Pen, enfin, parce que c'est ceux qui ont vraiment le capital. Et le capital, c'est pas seulement avoir de l'argent, c'est de l'argent qui fait de l'argent, c'est de l'argent pour entretenir le profit, pour le perpétuer. Et donc, il me semble que quand on raisonne avec ces nominations très courantes en sociologie, classe supérieure, classe moyenne, classe populaire, cela a des vertus descriptives des modes de vie, mais cela masque qui a vraiment le pouvoir. Et c'est pas les classes supérieures au sens de avocats, ingénieurs, qui ont vraiment le pouvoir de décision de qui s'enrichit et qui s'appauvrit, de qui est exploité et qui exploite. Et donc, là, il me semble que ça opacifie par certains côtés la compréhension de la situation. Euh, et classe populaire, pareil, ça dit, alors ça a le mérite de désigner les plus dominés des exploités. Mais pareil, ça ne montre pas des convergences avec les autres. Donc, moi, je pense qu'on a besoin de nommer l'adversaire, euh, et on a besoin de se nommer nous-mêmes en termes d'exploitation. Alors, la classe des exploités, c'est pas non plus très attirant. Alors, il y a des collègues dont j'ai cité dont j'ai donné la bibliographie au début, qui parlent de classe travailleuse, ce qui permet que travailleuse qualifie la classe et pas des personnes, ce qui nous évite la question du masculin neutre, de toutes ces choses-là, et qui en plus désigne le camp du travail contre le camp du capital. Et donc, classe travailleuse, est-ce que c'est vraiment une classe? À l'heure actuelle, en termes de classe en soi, objectivement, il y a quand même des intérêts communs, comme j'ai tenté de les lister. Il faut aussi admettre qu'il y a
des aspects qui, pour l'instant, ne font pas intérêt commun avec toutes les divisions qui existent en termes de statut, etc. Mais tous ont intérêt à lutter contre l'exploitation, même s'ils ne sont pas exploités autant. Tous ont intérêt à un meilleur salaire. Je disais tout à l'heure que la revendication de la hausse du SMIC n'avait pas remporté l'adhésion, certes sur l'aspect de la dette, mais aussi auprès de ceux qui touchaient un peu plus que le SMIC et qui disaient, mais alors si on augmente le SMIC, moi je gagne rien et pourtant je gagne pas grand-chose de plus, quoi. Et donc, se pose la question d'une amélioration pour tous, de comment on construit ce niveau de conscience, des propositions crédibles à mettre en face, et Classe travailleuse permet de rassembler tous ces gens malgré des obstacles et des différences et des divisions partielles. En tout cas, si la formule n'est pas parfaite, elle peut être critiquable, on peut en discuter, elle me semble plus efficace que ce qu'on utilise parfois comme monde du travail. Monde me semble pas dire classe. Le monde a l'air de dire classe en soi, mais fait pas classe pour soi mobilisée. Et je pense que face à la bataille idéologique féroce d'une intensité rare à laquelle on s'affronte aujourd'hui, qui est d'une intensité quand même beaucoup plus grande de la bataille de classe qu'il y a quelques années, quoi. Voilà, il faut remonter loin, quoi, pour voir ça. euh, il y a besoin de nommer l'adversaire à combattre et il y a besoin de nommer le camp qu'on veut rassembler. En tout cas, j'ai été un peu long et pour vous permettre d'en profiter, je remets 2 secondes à l'écran euh, la biblio et puis peut-être on peut passer à la discussion. Et merci Stéphane. Alors avant de donner la parole à nos invités et à Dominique aussi qui a des questions, parce qu'il y a eu quelques petites réactions pendant ta présentation, donc je pense que des questions vont surgir. Moi, je voudrais juste revenir sur un point qui me paraît important. Je ne reviens pas sur la question comment nommer la classe, hein, parce qu'effectivement, oui, on propose classe travailleuse, mais est-ce que forcément classe travailleuse sera, je dirais, plus de nature à créer des convergences que d'autres formulations plus classiques? Je ne le sais pas trop en vérité. Par contre, moi, je me pose une vraie question, parce que je reviens de la manif, je vois bien quand même que ce que je crois dans les manifs, ce sont toujours des catégories professionnels ou socio-professionnels ou des catégories de travailleurs qui sont déjà, par le biais du syndicalisme, par le biais on va dire, de l'entreprise ou de la tradition d'entreprise, sur des valeurs de classe. Je vois les énergéticiens, je vois les cheminots, les enseignants. Or, aujourd'hui, on a des catégories de travailleurs qui ne se retrouvent pas, en tout cas, c'est pas qu'ils ne se retrouvent pas, mais ils ne sont pas dans le salariat proprement dit. Je pense à tous les Uber. Tu n'as pas les auto-entrepreneurs, les livreurs Deliveroo, les travailleurs en freelance, ils sont de plus en plus nombreux. Tous ceux qu'on a nommés autour de cette notion d'ubérisation, qui sont souvent eux aussi des exploités, parce qu'ils n'ont pas de patron, entre guillemets, en ce sens qu'ils ne sont pas salariés, mais ils sont dépendants tributaires de plateformes qui sont tenues par des patrons. Donc d'une certaine façon, ils sont plus ou moins soumis au même processus d'intensification de leur travail par le biais des plateformes qui gèrent leur organisation. Et alors comment justement c'est la question que je te pose, hein, comment arriver à trouver les formulations, les communications qui permettent que ceux-ci se sentent concernés par les manifestations qu'organisent plus classiquement les catégories professionnelles, je dirais, plus unifiées ou historiquement plus unifiées. Comment arriver finalement à leur parler, à trouver les mots. Voilà. Et ensuite, après ta première réponse, je proposerai donc de faire circuler la parole. Alors, effectivement, les travailleurs plateformisés, mais on pourrait étendre, hein, au-delà des travailleurs plateformisés, il y a les intérimaires, il y a les travailleurs de la sous-traitance, des micro-unités, etc. En fait, hein, qui se mobilisent très très peu en général, hein. Voilà. Et alors, premièrement, ta question, effectivement, elle est au cœur, hein, elle met le doigt sur le cœur du problème. Mais, mais en même temps, dans la façon de la formuler, je trouve que déjà, tu pointes qu'il y a quand même le poids important, ou le rôle important, ben, de la culture politique. Parce qu'en fait, les travailleurs qui sont le plus mobilisés,
c'est dans des branches où à la fois il y a des statuts qui perdurent et qui permettent que on arrive à voir au-delà du lendemain, voilà, mais aussi où il y a des cultures de lutte installées et où il y a des cultures de conscience politique. Et donc, cette bataille idéologique, évidemment, on ne peut pas la tenir de façon disjointe des modalités de lutte concrètes, mais ce qui prêche pour quand même la mener euh, et ne pas considérer que les conditions objectives, même si, je le disais en introduction, il faut les mesurer, il faut les apprécier, elles ne conduisent pas mécaniquement à une mobilisation. Parce que sinon, les ubérisés seraient les premiers dans la rue. Voilà. Euh, et donc, à mon avis, il y a la question des mots, j'ai insisté dessus, euh, de ce qui peut rassembler, mais il y a aussi la question des modalités d'action. Et je pense que le syndicalisme, comme les partis politiques, ont besoin d'être innovants sur la question. Euh, moi, je travaille dans une université où, du fait du télétravail, il n'y a plus de collectif. Il n'y a plus de collectif. Les gens sont là la moitié de la semaine. Donc, faire une AG, faut se lever matin, quoi. Voilà. Il y a débrayer les services, eh ben, il faut débrayer le mardi, hein, parce que c'est le jour où tout le monde est là. Ça, c'est pas le lundi, hein. Voilà. Et donc, il y a des modalités d'action qui cassent les collectifs, et ça veut dire que, pas que c'est impossible, mais qu'il va falloir se poser la question des modalités d'action pour être en phase avec la réalité de ce qu'est le monde du travail aujourd'hui, euh, et aussi s'attaquer à ce qu'implique, par exemple, le télétravail. Il y a eu des luttes de Uberisés, mais elles restaient entre eux. Et peut-être qu'il y a à se poser la question de comment être innovant pour que quand des secteurs se mobilisent, il y ait une lutte chez Amazon. Eh bien, on crée les conditions pour que cette lutte, ben, d'autres travailleurs aillent prendre contact et créer. C'est un travail de longue haleine qui ne verra pas ses effets du jour au lendemain, mais qui permettent que la réponse ne soit pas aussi fractionnée que l'on veut bien nous fractionner, pour le dire autrement, quoi. Voilà. Bien, merci. On va faire circuler la parole. Dominique, et ensuite, s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, bah, vous levez le doigt, et puis je me déplacerai avec le micro pour que Stéphane puisse les entendre. Moi, je voudrais juste, enfin, c'est une question qui me préoccupe depuis très longtemps. Comment unifier le monde du travail, au moins dans la sémantique? Euh, je pense que d'abord, mais ça aussi depuis très longtemps, on a eu de mauvaises traductions de, de la notion de classe ouvrière telle que Marx l'a évoquée. Pour moi, mais ça reste à vérifier, la notion d'ouvrier se rapproche plutôt de la notion d'œuvrier, hein, que d'ouvrier. Et ça mérite d'être vérifié. Ça, c'est le premier point. Il y a un autre terme qui pourrait être repris, mais dont je sais qu'il a été un peu galvaudé euh, dans le passé, c'est la notion de prolétariat. Et je mettrai d'ailleurs derrière le terme d'œuvrier la même définition que Marx évoquait quand il parlait du prolétariat, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas propriétaires de leur outil de travail. Et je m'excuse, mais si on y regarde bien, et quand on regarde les formes, je dirais que prend la fragmentation du travail aujourd'hui, hein, jusqu'à l'auto-entrepreneuriat, ils ne sont propriétaires de rien, ces auto-entrepreneurs. Ça n'est que des mots et une structure juridique qui leur donne l'impression d'être propriétaires d'eux-mêmes, mais en réalité, on a transféré le phénomène d'exploitation en auto-exploitation, et donc on a des convergences objectives, je dirais, matérielles, pour que tous ces gens se mettent en mouvement. Alors la question, comment peuvent-ils s'identifier au reste du monde du travail et au reste du salariat? Ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler. Tu nous as donné pas mal de pistes et je les trouve intéressantes, hein. Et c'est vrai que d'un point de vue conceptuel, comme ça semble plus facile et plus évident, puisqu'on parle de
de la lutte capital-travail. Bon, parlons des travailleurs et comme ça, on va mieux identifier le terme de l'affrontement de classe. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça permette vraiment de répondre à la façon dont ont été intériorisées un certain nombre de pratiques qui font qu'aujourd'hui, ben, par l'intermédiaire des banques, par l'intermédiaire d'un tas de phénomènes, assurances, etc., il y a une partie du salaire qui est intégrée sous des formes capitalistiques qui font que, peu ou prou, nous sommes porteurs de quelque chose, consciemment ou inconsciemment, qui travaille avec une partie d'une forme du capital, bien entendu qui n'a pas les mêmes résonances, les mêmes objectifs et les mêmes finalités, mais qu'il faut qu'on prenne en compte dans ce qu'on intériorise et ce qu'ont intériorisé des millions, y compris des salariés, objectivement, hein, puisque le patronat a très bien compris comment il allait pouvoir utiliser ça en créant l'actionnariat salarial. Mais ça n'est qu'une forme. Bon, je m'arrête là. Mais c'est pour aussi montrer qu'on a beaucoup travaillé, à continuer à travailler, hein, parce qu'on n'a pas rien fait, mais à bien continuer à travailler pour trouver justement une sémantique qui fasse résonner la société à venir que l'on souhaite et qui est celle qu'évoquait Marx de travailleurs. C'est pas, je ne sais plus comment la formule qu'il employait, mais lui, il va jusqu'au bout, en clair. Hein. Il va jusqu'à l'autonomisation, je dirais, de chaque individu qui deviennent à part entière des producteurs, mais ils sont des producteurs associés pour développer un mode de vie partagé. Voilà. Bien, je vais faire circuler le micro, donc, puisque donc, tu as fait en visioconférence, sinon tu ne pourrais peut-être pas entendre les questions du public. Donc, on a déjà une première question qui va être posée. Oui, oui, merci. Moi, je suis universitaire, je suis dans l'anthropologie, mais je travaille sur art et politique. Et effectivement, il y a quelque chose qui le travail du coup, c'est de plus en plus par rapport à la conscience des conditions objectives du travail, qui est cette distance par des traits de distinction, mais totalement imaginaires, qui fait que on fait communauté. D'une certaine manière, la construction, moi j'ai travaillé là sur l'identité queer, l'identité trans, qui est très très important sur la jeunesse, l'identité écolo, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de plus en plus une distance entre l'expérience du travail et aussi la forme que peut prendre l'activiste, qui est déconnecté, comme si c'était déconnecté justement des conditions de production, du développement des forces productives, dans la mesure où le rapport au corps par l'intermédiaire des écrans n'est plus le même. C'est-à-dire que la spatialisation aujourd'hui de la rue, par exemple, c'est la rue qu'on voit dans les jeux vidéo, mais comment on fait l'expérience de l'espace? Parce que militer, c'est aussi faire l'expérience concrète. Je reviens toujours à Foucault, même si, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais il pointe des choses sur la question du rapport au corps et du rapport aux imaginaires. Et les imaginaires pour moi, hein, alors oui, il y a le télétravail, donc l'écran, effectivement, l'écran, hein, l'écranique, qui fait que c'est un écran qui fait écran, et d'autre part, ce rapport très étrange de disjonction dans la tête des gens entre l'économique, le politique, le social et le culturel. C'est comme si c'était clivé. Mon ami Roland Gori parle d'habitus clivé. Et ça me semble tout à fait étonnant contre comment les conditions objectives laissent, enfin, comme la réalité d'une certaine manière, hein, le réel, est de plus en plus éloigné, hein, au profit d'un monde pas que de représentation, de figuration aussi, c'est-à-dire des images, alors, on peut penser aussi à la consommation de drogue, qui nous éloigne comme ça de la prise en compte de l'expérience réelle. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, Stéphane, est-ce que tu veux que je porte, enfin, je t'amène vers d'autres questions ou tu veux déjà répondre tout de suite? On achète à quelle heure?
On Non, lance non, les créneaux. il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Bon, Est-ce bah, qu'il y prends aurait les encore questions des et je ferai un tir groupé, vas-y. Alors voilà, une dernière question, puis tu feras une réponse groupée. Non, juste une petite remarque au sujet justement des délibéraux, de tout ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire en fait un mode quand même de vie. On parlait des modes de vie tout à l'heure. Il me semble que là, on a une transformation importante. Et c'est vrai que je me souviens être allée à la pensée dans les années 70. Et j'avais un interlocuteur qui m'avait parlé du travail de consommation. Et moi, j'avais ri au nez parce que c'est pas l'angle de vue que j'adoptais. Et en même temps, là, je me dis, mais il y a quelque chose, en effet, de vrai qui s'est affirmé dans ce domaine. Voilà. Donc, en effet, il y a plus, le déplacement était un travail. Donc, en effet, et ça atteint beaucoup de catégories de la société. C'est ça qui m'inquiète. Merci pour vos questions et on va écouter ta réponse globale. Ouais, enfin, réponse globale, ça serait très ambitieux, mais bon. En tout cas, oui, oui, ce que disait le collègue anthropologue là, et la dernière intervenante, moi, il me semble que, en fait, j'ai très envie qu'on remette le sous-titre de la pensée, revue du rationalisme moderne, parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui relèvent d'un imaginaire disjoint du réel, qui méritent d'être déconstruits, qui méritent d'être discutés avec les gens, pas pour leur dire qu'ils se font avoir en permanence, mais quand même un peu, sur des refuges dans des illusions, quoi. Je veux dire, il y a plein de gens qui aujourd'hui rejettent la valeur travail parce que le travail est dominé par l'exploitation, comme s'il suffisait de lui tourner le dos, de dire, ah bon, allez, pendant 8 heures par jour, je m'en fous, je suis un robot, je fais ce qu'on me dit de faire, et la vraie vie se situe en dehors, quoi. Et en fait, c'est une voie sans issue pour améliorer les choses, quoi. Euh, toutes les questions imaginaires que vous évoquiez, bon, moi je partage sur le fait que y compris dans la recherche aujourd'hui, il y a quand même des débats à mener sur le fait que, il y a beaucoup de recherches qui s'intéressent aux croyances, quasiment pour les entériner, comme si on les prenait au sérieux. Moi, je vois des recherches sur les soi-disant médecines parallèles et compagnie, qui disent, ah oui, mais les gens le pensent. D'accord, mais c'est pas parce que les gens le pensent qu'on doit mettre ça au même niveau de ce qu'est la science, quoi. Enfin, voilà. Et donc, est-ce qu'on l'étudie comme effet, comme production idéologique ou est-ce qu'on l'étudie comme un discours parmi d'autres? En fait, moi, je suis assez inquiet, y compris dans la recherche, sur le développement des études de discours, disjonction totalement faite de est-ce que ces discours sont en prise avec le réel, quoi. Voilà. Euh, et puis, pour revenir à la question que posait Dominique, ben, dont je partage les préoccupations. Après, on essaie de trouver des solutions, on bricole, on Oui, chemine, on tente, on explore et on soumet, quoi, hein, voilà. Donc, c'est ça. mais on a à articuler, je crois qu'on va être d'accord sur le fait qu'on a articulé deux choses. C'est la question analytique, très complexe, et la question tactique de comment on se fait comprendre. Effectivement, le salariat, le prolétariat, la classe travailleuse, on peut chercher. Euh, Sa situation, c'est complexifié. Tu parlais des travailleurs actionnaires, mais aussi on pourrait parler de la quasi-obligation faite à beaucoup de travailleurs d'être pendus par des emprunts. Les agriculteurs en sont un bon exemple. En fait, ils sont tenus par le cou, quoi. Enfin, voilà. Si tu veux aujourd'hui, pour t'installer garagiste, t'as pas le droit de reprendre les machines du garage du propriétaire précédent. Il te faut te re-endetter pour acheter un nouveau pont qui soulève les bagnoles et compagnie. C'est une obligation. C'est-à-dire que on soumet tous les travailleurs au fait d'être dépendants du capital et d'être associés. Sauf que ça, on peut trouver un mot très conceptuel pour le désigner. Je suis pas sûr que ça soulève les foules. Et donc, on a cette contradiction entre la désignation analytique et la désignation politique qu'il nous faut faire converger, qu'il nous faut articuler, mais je suis pas sûr qu'on soit en capacité de trouver une formule qui mette au niveau les exigences sur les deux aspects en même temps. En tout cas, moi aujourd'hui, je le dis humblement, je ne suis pas capable. Voilà. Très bien. Mais écoute, moi, je te remercie beaucoup hein, pour cette contribution. Je remercie
celles et ceux qui ont accepté de résister jusqu'à l'heure qu'il est. Je remercie aussi l'autre Stéphane de sa contribution. Puis je vous donne rendez-vous à demain pour les plus courageux, puisqu'on va continuer avec notre 4e journée de réflexion, de partage et d'innovation, j'espère, mais innovation sociale et de transformation sociale. Bonne soirée à tous et à toutes Merci, au et à revoir. demain pour certains. Merci à toi.